Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour School TV Le Mag, votre émission concernée à la scolarité de vos enfants. Une demi-heure avec à chaque fois une initiative forte sur le plan local ou national. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Le sommaire de cette nouvelle émission, 13 communes de Seine-Saint-Denis attaquent l'État en justice. Ces maires estiment que le manque de moyens constaté dans l'éducation dans le 93 par rapport aux autres départements nuit, je cite, gravement à la dignité humaine des plus jeunes. On en parle dans un instant. Ces édiles en appellent un choc, véritable choc d'égalité, un plan d'urgence. D'après un rapport, un enfant de Seine-Saint-Denis perd en moyenne 1 an de cours sur l'ensemble de sa scolarité. C'est tout simplement énorme. Et puis il y aura la loupe au programme. Bien sûr, on parle de... Je vous parle d'un podcast assez impressionnant, tant il est bien fait, par des jeunes Liésiens. La loupe pendant l'expression orale que voici. Et l'expression orale, c'est avec Lionel Benarous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire d'Elila. Oui. Ancien prof. Ancien prof. Anciennement adjoint à l'éducation également. Ouais. Professeur pendant combien de temps? 25 ans. 25 ans. Ouais. Un quart de siècle, avec quels souvenirs? Ah, des souvenirs extrêmement heureux. Moi. Au Lila ou un petit peu Non, partout? j'ai été enseignant à la Courneuve, à Aulnay-sous-Bois, puis dans Paris, dans divers arrondissements parisiens. Et moi, j'ai toujours dit que c'était le plus beau métier du monde. Donc, pour vous, ça reste le plus beau métier du monde. Vous les entendez, ceux qui sont en grève depuis quand même plusieurs semaines maintenant, notamment en Seine-Saint-Denis. Même dans le plus beau métier du monde, on rencontre parfois des difficultés, mais quand on a cette passion de l'enseignement, quand on a cette vocation de transmettre, voilà, on a des satisfactions quotidiennes avec nos élèves. Alors après, les politiques éducatives font que c'est pas toujours évident de les mettre en œuvre, mais globalement, ça reste quand même des moments de joie qu'on partage avec eux. Mais la vocation, elle suffit aujourd'hui pour tenir quand vous entendez leurs revendications, qui étaient quelque part déjà un petit peu les mêmes il y a 25 ans, même si elles se sont amplifiées, et si la donne a changé? Bon, alors, je pense que le métier d'enseignant, il n'est pas uniforme selon l'endroit dans lequel on enseigne, selon les niveaux auxquels on enseigne. C'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai enseigné dans des établissements en Seine-Saint-Denis, j'ai enseigné dans le 16e ou dans le 6e arrondissement de Paris. On ne fait pas le métier exactement dans les mêmes conditions. Donc, voilà. Mais oui, enfin, en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que si l'école tient, elle tient d'abord parce que les enseignants sont passionnés, sont dévoués. Qu'ils font, parce qu'ils ont une vraie passion pour leur métier. Monsieur le maire, on découvre cette photo, regardez sur le réseau social X, elle date du 2 avril dernier, c'est tout récent, avec cette mention. Aujourd'hui, avec plusieurs de mes collègues maires, j'ai signé un arrêté mettant en demeure l'État de garantir l'égalité face au service public d'éducation et d'allouer à l'école les moyens nécessaires pour remplir sa mission. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un maire en colère? Oui, un maire en colère, un maire inquiet. Surtout quand on est maire, on le voit au quotidien, on sait très bien le rôle essentiel que joue l'école. L'école, c'est ce qui prépare notre futur, c'est ce qui forme nos jeunes, c'est ce qui permet aussi de créer du ciment dans nos villes, de créer du lien social. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les moyens qui sont alloués à l'école lui permettent de moins en moins de remplir cette mission-là. Et donc on est inquiet des conséquences que ça a déjà aujourd'hui et que ça va avoir sur le moyen et sur le long terme. J'ai dit 13 villes, mais ça a peut-être évolué? Non, je crois que c'est toujours 13. On est toujours 13, c'est déjà un bon total. Bagnolet, Bobigny, l'île Saint-Denis, la Courneuve, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas donc, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Sevran, Stein. Et on n'oublie pas Villetaneuse qui explique dans ce communiqué que la Seine-Saint-Denis, les mots sont très forts, reste toujours le parent pauvre de l'égalité au niveau régional et au niveau national. Vous dites que, effectivement, le traitement nuit gravement à la dignité humaine des plus jeunes. La réalité, c'est pas rien que... ces mots quand même. Non, ce sont des mots forts qui ont comme volonté de faire réagir notamment les pouvoirs publics et de leur faire prendre conscience que, au travers des décisions qu'ils prennent à l'échelle gouvernementale, ça a été largement relayé par la presse en tout cas, donc ça fait réagir en tout cas nos confrères. C'est des réalités quotidiennes que vivent nos élèves ou que vivent nos enseignants. La réalité, c'est que par exemple, lorsqu'on nous demande dans nos écoles, et c'est tout à fait légitime, d'accueillir des enfants porteurs de handicap, quand on n'alloue pas les moyens nécessaires sur ce qu'on appelle les AESH, les assistants de vie scolaire qui les accompagnent, globalement on crée des conditions où on n'est pas en état, on n'est pas en mesure de permettre aux enseignants de remplir cette mission-là. Quand on ne remplace pas les enseignants absents, on crée des situations où pour les enseignants et pour les enfants c'est invivable parce qu'on répartit les enfants de l'enseignant absent dans les classes qui restent. Oui, parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est pas temporaire, c'est qu'ils ne sont pas remplacés du tout. C'est pas 2-3 semaines d'absence. Des fois ça peut se transformer en mois. Ça peut se transformer en mois, absolument. Ou alors sont des remplaçants qui vont s'accumuler les uns après les autres parce que ce sont des gens qui ne sont pas formés, c'est des gens qui ont du mal à remplir ces missions-là. Et on se retrouve avec une discontinuité pédagogique qui est extrêmement préjudiciable pour les élèves. Donc vous arrêtez de demander à l'État, aujourd'hui vous exigez. C'est ça la différence?
En fait, il y a un point juridique, c'est ça? Oui. Bon, le fondement juridique, c'est un arrêté qui remonte à quelques décennies maintenant et qui fait qu'en fait un maire peut utiliser ses pouvoirs de police. Avec le lancer de nain, j'ai lu. Quand il a le sentiment que la dignité humaine est menacée. Mais en réalité, ce qu'on exige, qu'on réclame, ça se résume en un mot, c'est l'égalité. En fait, on demande à ce que les élèves et les enseignants de Seine-Saint-Denis puissent bénéficier des mêmes moyens que ceux qu'ils peuvent avoir ailleurs sur le territoire. Ce qui nous a fait beaucoup réagir, c'est qu'on a vu, notamment lorsqu'il y a eu les émeutes urbaines il y a quelques mois maintenant, on a vu ce discours fleurir sur on met beaucoup d'argent dans les banlieues, on met beaucoup d'argent dans les quartiers populaires, on met là plus de moyens qu'ailleurs. Nous, la réalité, c'est ce qu'on se constate en tout cas, c'est qu'à l'école, en Seine-Saint-Denis, c'est pas plus de moyens qu'ailleurs qu'on met, c'est beaucoup moins, et c'est pas légitime. Et vous dites aussi que le manque de moyens constitue un trouble à l'ordre public. Dans quelle mesure? Bon, un trouble à l'ordre public dans le sens où globalement, c'est une difficulté en fait pour le fonctionnement de nos écoles. C'est-à-dire que très concrètement, quand vous avez un enseignant absent dans une école, vous avez une école maternelle, il y a 4 classes, vous avez 1 ou 2 enseignants absents, il n'y a pas de remplacement pour les remplacer, vous n'avez pas d'autre choix quand vous êtes enseignant que de demander à faire appel aux familles des enfants des classes dans lesquelles les enseignants ne sont pas là, de les garder à la maison, parce que sinon ça fait des classes où vous vous retrouvez avec 70 élèves, c'est absolument invivable et pour les enfants et pour les enseignants. Donc la réalité, c'est que ça perturbe le fonctionnement de la vie normale d'une collectivité et d'une ville. Bon, ça constitue un trouble à l'ordre public. Que dit le rapport de Stéphane Peu sur lequel vous vous appuyez? Bon, il dit les choses de manière tout à fait claire. En fait, il y a eu plusieurs rapports parlementaires qui ont été souvent coécrits par des députés à la fois et de la majorité et de l'opposition, ce qui montre qu'on est sur des constats objectifs, qui montrent que clairement, les services publics en Seine-Saint-Denis et en particulier l'éducation bénéficient de nettement moins de moyens que dans les territoires voisins, que dans la ville de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine et ailleurs. Et après, ça le pointe au travers des effectifs de police dans nos commissariats, du nombre d'enseignants qui sont dévolus dans nos écoles, des structures de santé, l'accès aux soins. Voilà, c'est valable pour l'ensemble des services publics. Est-ce que vous avez le sentiment que cette tribune peut, et effectivement cette mise en demeure de l'État, peut changer la donne cette fois-ci, ou l'État fait la sourde oreille? On l'espère, on verra bien. Cet arrêté, il est pris, et puis ensuite il passe par les mailles du filet du contrôle de légalité de la préfecture. On verra bien quelles sont les décisions prises, et puis on verra si... L'idée, c'est quoi? C'est d'être reçu par le gouvernement? Oui, l'idée, c'est simplement d'exprimer la réalité, en fait, qui soit une réalité en fait, de terrain et de réalité quotidienne. C'est-à-dire que l'école ne soit pas perçue simplement au travers de filtres médiatiques nationaux où on joue les grandes masses, on discute à coups de milliards. Nous, l'idée, c'est de montrer concrètement sur le terrain ce que signifient les décisions qui sont prises à l'échelle gouvernementale. Vous demandez d'initier dans les plus brefs délais le plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis. Concrètement, pour votre ville, c'est combien de professeurs, combien de ESH, par exemple? Par exemple, sur les ESH, c'est plus d'une trentaine. Wow. On n'a pas ça. Pour vous dire, la ville des Lilas, c'est à peu près 80 classes. Je parle simplement des écoles, d'un collège et un lycée. Il nous manque une trentaine d'AESH uniquement pour donner les AESH qui ont été validés par la MDPH. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants qui sont reconnus porteurs de handicap et qui ont besoin. Et sans doute, il y en aurait d'autres qui ne sont même pas. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, quand vous déposez un dossier à la MDPH pour être reconnu comme porteur de handicap, le traitement du dossier prend 2 ou 3 fois plus de temps que dans les départements voisins. Donc c'est une trentaine d'AESH, c'est des dizaines d'enseignants. Ça, c'est une spécificité lilasienne parce qu'on sait que les AESH manquent dans quasiment tous les établissements. Oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, le manque, il est encore plus important en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Non, c'est pas une spécificité lilasienne, c'est vraiment une spécificité, en tout cas, séquano-donisienne. C'est la même chose sur plein de choses. La médecine scolaire, par exemple, c'est la moindre des choses que de pouvoir offrir aux enfants qui sont dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, un suivi médical régulier pour vérifier simplement qu'ils sont en bonne santé. On sait aussi le rôle essentiel que ça joue en matière de prévention, quand on est capable de détecter tôt des troubles de santé, des problèmes de vue, des problèmes, etc., etc. Moi, je vis dans une ville dans laquelle il n'y a plus de médecins scolaires depuis plusieurs années. Et la réalité, c'est que la dernière médecin scolaire que j'ai eue sur ma ville, elle a dû poursuivre bien après l'âge de la retraite, parce qu'en fait, on ne trouvait pas de remplaçant. Alors, quand on dit qu'il n'y a plus de médecins scolaires, il n'y en a plus du tout? Il n'y en a plus du tout. Il n'y a plus de médecins scolaires. Zéro. Il n'y a plus du tout de médecins scolaires. Voilà. Zéro médecin scolaire au Lilas? Zéro médecin scolaire au Lilas. Zéro médecin scolaire. Et c'est pas depuis quelques mois. C'est depuis plusieurs années. Alors, quand j'interpelle l'Éducation nationale sur le sujet, on me dit en fait, le poste existe de médecin scolaire, mais il n'est pas pourvu. Nous ne recevons pas de candidature qui permettent de pouvoir le poste. Bon, on sait très bien que... Du coup, c'est une manière de remettre la faute sur vous? Non, la ville doit organiser des conditions pour loger peut-être les AESH, les médecins scolaires, c'est quoi? C'est une manière de dédouaner de ses responsabilités sur la médecine scolaire et en fait de dire on ne trouve pas de candidat pour le poste. Or, on sait très bien que selon les conditions de rémunération qu'on va offrir, selon les conditions de travail qu'on va offrir, on va susciter davantage de candidatures ou pas. Après, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que globalement, quand l'État n'est pas au rendez-vous, par exemple en matière
d'éducation, les administrés, les parents d'élèves, les enseignants se retournent vers les collectivités locales et leur disent venez compenser. Alors il y a des choses qu'on peut faire et on mène des politiques éducatives dans nos villes, au Lila comme ailleurs, extrêmement ambitieuses pour essayer de compenser autant qu'on le peut les insuffisances de moyens qui sont dévolus par l'État. Mais à un moment, d'abord on ne peut plus suivre et puis je crois qu'on ne doit plus suivre parce que l'éducation nationale, comme son nom l'indique, elle est nationale. Et que moi je suis attaché à ce qu'elle reste nationale et que le jour où les collectivités locales prennent de manière trop importante le relais de l'État, on brille cette dimension nationale parce que selon la ville dans laquelle on est, selon les politiques éducatives menées, selon les moyens dont les élus disposent, on va avoir une éducation à vitesse différente selon les territoires. Et ça, c'est pas acceptable. Comment on est arrivé à pareille situation? Comment on a pu arriver à une situation... Mais en fait, c'est une situation, je vais dire, presque cyclique. Vous l'avez évoqué, j'ai été enseignant pendant longtemps. Quand je suis rentré dans l'éducation nationale, je crois que c'était en 1995, quelques années après, en tant qu'enseignant, j'ai vécu un mouvement qui ressemble beaucoup à celui qu'on vit en Seine-Saint-Denis depuis quelques années et qui réclamait déjà un plan d'urgence pour l'école dans le 93. Et donc déjà à l'époque, le constat a été posé que en Seine-Saint-Denis, on disposait de moins de moyens que dans les villes voisines. Ce plan, on avait été entendu. Les enseignants s'étaient mobilisés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec les parents, etc., avec les élus locaux déjà à l'époque. Et on avait été entendu. Je crois que c'est 3000 postes d'enseignants qui avaient été consacrés à la Seine-Saint-Denis. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que petit à petit, ces 3000 postes qui n'avaient servi qu'à compenser le retard que la Seine-Saint-Denis avait par rapport aux départements voisins, petit à petit, en fait, ces moyens supplémentaires ont été grignotés. Et on se retrouve 25 ans après avec la même situation que celle que moi j'ai connue quand j'étais jeune enseignant. Et ça, c'est pas acceptable. La réalité, c'est qu'en fait, on le sait très bien, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France. C'est sans doute le département où il y a les besoins éducatifs les plus forts. Qu'il y ait là moins de moyens, ça n'est pas acceptable. L'égalité des chances, c'est donner davantage de moyens à ceux qui en ont le plus besoin. Or, l'État, en fait de l'égalité des chances à l'envers et donne moins de moyens à ceux qui en ont le plus besoin. On ne peut pas accepter ça. Est-ce que c'est une question d'attractivité du territoire, du coup? Non, je ne crois pas que c'est une question d'attractivité du territoire, parce que globalement, on le voit bien, le concours d'enseignants les conduit, en fait, c'est un concours national, ou en tout cas départemental, donc il n'y a pas de difficulté. Non, je pense que, par exemple, le non-remplacement des enseignants absents est simplement lié au fait que le recrutement des enseignants est insuffisant et qu'il faudrait recruter davantage d'enseignants. Alors après, on sait d'où ça vient. On sait globalement que le métier d'enseignant est devenu, je l'ai vécu moi, de plus en plus difficile au fur et à mesure des années, que les conditions de rémunération ont plutôt reculé. Globalement, quand il y a un métier dans lequel l'exercice du métier est de plus en plus difficile, où les conditions d'exercice sont de moins en moins reconnues, de moins en moins bien rémunérées. Où on te dit, bon, ça va, t'as les vacances scolaires. Ouais, à un moment, oui. Les vacances scolaires. En plus, pour les vacances scolaires, c'est pas comme si tu préparais pas les cours et tout ça. Et encore, je vais vous dire, là aussi, pour l'avoir vécu, la réduction du temps de travail dans l'ensemble de la société, le développement de ce qu'on a appelé les RTT à une époque, fait que globalement, le différentiel entre les vacances d'un enseignant et les vacances d'un salarié qui travaille dans d'autres secteurs s'est beaucoup réduit ces dernières années. Et puis, c'est aussi un terrible cliché. Moi, je peux vous dire que pour avoir été enseignant pendant 25 ans, les vacances scolaires, on les passe à bosser. Moi, je passais mon temps à préparer des cours, à corriger des copies, préparer des activités pédagogiques. Les vacances scolaires, c'est pas des vacances. Mais du fait du manque d'enseignants, de contractuels qui se succèdent à la chaîne, vous observez déjà des impacts sur les trajectoires des élèves? Ah bah forcément. En Seine-Saint-Denis, vous l'avez évoqué, en moyenne, ça n'est qu'une moyenne, mais en moyenne, c'est 1 mois par an de classe qui n'est pas assuré. Sur l'ensemble d'une scolarité, c'est 1 an. Quand vous manquez 1 an de scolarité sur quelques années de scolarité, forcément, vous avez un impact sur l'ensemble des connaissances qu'on a pu transmettre à un élève. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, il y a aussi le rapport qu'on a à l'école. Le lien qu'on crée avec son enseignant. Quand on est des enseignants qui succèdent les uns après les autres, on n'a pas exactement le même rapport à l'enseignant que ce qu'on a pu connaître quand on était plus jeune. On avait d'autres enseignants qui nous suivaient à l'année. Donc oui, forcément, il y a ça. Et puis, la réalité, moi je le dis, c'est que on favorise, en donnant trop peu de moyens à l'école publique, on favorise des stratégies d'évitement de la part des familles. Parce que les familles qui le peuvent, vont se dire que finalement, si l'école publique ne répond plus aux besoins que leurs enfants expriment, ça va être de l'évitement scolaire, soit vers les départements voisins, soit vers l'enseignement privé. Sauf qu'on sait très bien que ces stratégies-là, elles sont toujours elles sont toujours le fait des familles qui le peuvent. Et donc, on va encore accroître les écarts entre les uns et les autres, et ça aussi, ça n'est pas acceptable. À l'échelle de la mairie, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au Lila, pour renforcer justement les fondamentaux, même si ce n'est pas votre mission première? On fait, en fait, notre responsabilité, notre compétence en tant que collectivité locale, c'est la gestion des bâtiments scolaires, c'est la gestion des temps dits périscolaires ou extrascolaires. On renforce ça. On renforce ça autant qu'on peut. Et puis, on va même un peu plus loin. Avec quel type d'activité, du coup? Alors, on développe toute une série d'activités, des activités mémorielles, des activités culturelles, des activités sportives, etc.
Mais on va même un peu plus loin. Moi, par exemple, au Lila, depuis maintenant de nombreuses années, nous avons recruté des éducateurs spécialisés dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine des arts, qui vont, sur le temps scolaire, proposer et construire des projets avec les enseignants pour pouvoir dispenser ces enseignements-là. Nous multiplions avec les structures culturelles du territoire des projets que nous proposons aux enseignants pour développer des activités culturelles. Nous, de la même manière, nous avons un théâtre municipal et nous programmons du spectacle vivant pour pouvoir offrir cela aux enseignants et aux élèves de notre territoire. Et pour lutter contre le décrochage scolaire, vous avez des dispositifs ? Oui, absolument. Alors, le décrochage scolaire, le problème se pose un peu au-delà en général de l'école, plutôt à l'âge du collège et à l'âge du lycée. Mais là aussi, des partenariats existent. Le collège est sous la responsabilité du département. Ouais. Et en Seine-Saint-Denis, par exemple, depuis maintenant un petit moment, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif ACT, qui s'appelle accueil des collégiens temporairement exclus, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le décrochage scolaire vient souvent d'exclusion temporaire. Vous faites une première bêtise, vous êtes exclu 3 jours. Pendant 3 jours, vous êtes chez vous et voilà, vous êtes livré à vous-même. Et puis vous en faites une deuxième, une troisième, et c'est comme ça qu'on en arrive au décrochage scolaire. L'idée, c'est qu'en fait, le département, avec les villes et en partenariat évidemment avec le collège, prennent en charge les collégiens qui sont temporairement exclus, nouent un dialogue avec les familles, travaillent avec eux sur pourquoi cette sanction, le sens de la sanction, le sens de la présence à l'école, travaillent sur l'estime d'eux-mêmes, travaillent aussi... C'est-à-dire, monsieur le maire, que les exclus étaient en quelque part voués à eux-mêmes et voués à l'échec ? Jusque-là, moi quand j'ai été élève, quand il y avait des collégiens qui étaient exclus, ils étaient chez eux pendant 3 jours, et puis, ou 2 jours, et puis ils revenaient après. Là, on les prend en charge, on les encadre, on en profite pour travailler avec eux et préparer leur retour dans l'établissement scolaire avec comme objectif qu'il n'y ait pas de récidive. Et on constate des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. C'est l'heure de la loupe et c'est toujours satisfaisant. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un podcast animé par des jeunes Lilasiens. Oui, pendant les vacances de fin d'année, ils sont quelques-uns à avoir eu l'opportunité de faire un stage au kiosque. Alors le kiosque, qu'est-ce que c'est ? C'est le lieu d'information, d'écoute et d'orientation destiné aux jeunes et aux familles des Lilas. Et ce stage, il s'est fait sous l'égide de l'association Fake Off, une association de journalistes issus de tous médias. Elle a été fondée en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo. Ils interviennent principalement auprès des jeunes de 10 à 16 ans et leur approche, elle consiste à transmettre des outils et une méthodologie à ces jeunes de façon à ce qu'ils soient mieux armés face à la désinformation. Et au Lila, donc, sur une période de 3 jours, ils ont pu se familiariser avec les techniques d'enquête journalistique, la réalisation de vidéos, l'exercice de l'interview. Ils ont aussi pu avoir un aperçu global des différents métiers de journalistes. Et cerise sur le gâteau, ils ont réalisé un podcast très quali, je dois dire, sur un sujet d'actualité, le harcèlement. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les journalettes du kiosque. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet important qui nous concerne au collège mais qui concerne aussi beaucoup de monde. Pour moi, le harcèlement, c'est pas cool. T'as pas d'amis, les autres ils te mettent à l'écart, ils te disent non, t'es moche, nanani. Tu le caches, t'as pas envie de dire à tes parents. Et si tu dis à tes parents, on va te menacer. Le harcèlement, c'est quand on peut tenir des propos blessants concernant nos origines, nos préférences, se sentir humilié tous les jours, avoir la peur au ventre par rapport à ce qu'on pourrait subir. Des actes à répétition qui portent atteinte à la sécurité de quelqu'un. Vous avez derrière vous une carrière d'enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs sont suffisamment informés sur le sujet du harcèlement ? On en parle de plus en plus, notamment parce que les médias s'emparent de plus en plus de cas malheureusement dramatiques. Et je pense que du coup, ça contribue à la sensibilisation des enseignants sur ces questions-là. Et on doit avoir un regard, j'imagine, plus acéré que ce qu'on l'avait il y a quelques années ou quelques décennies. Après, en termes de formation, moi, j'ai arrêté d'enseigner il y a presque 4 ans maintenant, quand je suis devenu maire. J'avais jamais été formé sur... Vous en parlez pas du tout ? Sur les questions de harcèlement. Non, très très peu. Alors après, c'est vrai que la médiation, elle est beaucoup arrivée ces dernières années. Donc peut-être que ce que je vous dis maintenant est un peu daté et que désormais, il y a davantage de choses, mais c'est vrai que j'avais été très très peu formé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, là encore, les profs étaient voués à eux-mêmes, c'était un peu la débrouille. Oui, sur le sujet. Aux profs d'alerter du coup la hiérarchie. Ouais, sur le sujet, on essayait en fait d'agir un peu avec les moyens du bord, comme souvent dans l'éducation nationale, je vous le disais. Comme tout le temps. Comme souvent. On n'en prenait pas la mesure aussi. Oui, sans doute qu'on n'en prenait pas la mesure, sans doute qu'on n'arrivait pas aussi à l'identifier aussi clairement. La frontière était peut-être moins claire entre ce qui relevait du jeu entre gamins et puis le moment où on entrait
dans une c'est l'école de la vie. de harcèlement, etc. Là, je pense qu'on a davantage conscience de ce que c'est, de la gravité que ça peut avoir, et donc de la nécessité d'être extrêmement vigilant et d'agir. Après, je pense qu'on a aussi besoin, en tant qu'enseignant, d'être formé sur le sujet, ne serait-ce que pour détecter les signaux qui doivent nous alerter quand on voit le changement de comportement d'un élève, quand on voit un élève qui se renferme sur lui-même, tout de suite se poser la question et être vigilant. Mais là, il y a ce podcast, par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres actions de mener au Lila? Oui. Par exemple, le kiosque que vous avez évoqué mène des actions régulières de sensibilisation dans les établissements scolaires, collèges, lycées, pour informer. Et puis, surtout, il offre la possibilité d'exprimer les choses. Parce que je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que les élèves qui se sentent victimes de harcèlement puissent trouver l'oreille qui leur convient pour écouter. Au kiosque, il y a des psychologues qui sont là en permanence et qui peuvent, sans rendez-vous, accueillir les élèves qui ont besoin de parler. Il y a des éducatrices qui nouent un lien de proximité avec les jeunes et qui peuvent les écouter. Donc oui, bien sûr, on a aussi fait une campagne d'affichage sur tous les panneaux de la ville pour exprimer en fait cette idée que le harcèlement, c'est l'affaire de tout le monde et que l'important, c'est de pouvoir en parler pour mettre fin aux situations lorsqu'elles existent. Les Lilas, c'est une terre de JO, Jeux Olympiques? On n'a pas d'épreuve olympique, on a la flamme qui va passer à la veille de l'ouverture. C'est déjà bien. Ouais, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, mais on n'a pas d'épreuve olympique, pas de site olympique sur le territoire de la ville. Pas de site olympique, mais est-ce que c'est une fenêtre importante justement pour booster la pratique sportive et puis peut-être communiquer aussi sur, je sais pas, le sport santé? Oui, absolument. Pour nous, en tout cas pour moi comme maire, ce qui m'était assez insupportable, c'était l'idée de se dire qu'on allait avoir les Jeux Olympiques à quelques minutes à vol d'oiseau de chez nous, vraiment, et que les jeunes, mais de manière générale, la population des Lilas, ne puissent pas en profiter pleinement. C'est-à-dire que je n'imaginais pas qu'en fait, il y ait des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour assister à des épreuves et que nous qui étions à côté, on en soit exclus. Donc on a mené toute une série d'actions qui visaient à faire en sorte que les Jeux Olympiques, ce soit aussi pour les Lilasiennes et les Lilasiens. Alors, il y a le passage de la flamme pour lequel on a candidaté. On est très heureux de l'accueillir parce que ça va lancer cette quinzaine olympique. On va proposer tout au long de la quinzaine des animations sportives dans les différents quartiers pour initier celles et ceux qui en auront envie aux différents sports olympiques en nous appuyant sur le tissu associatif local. Et puis surtout, la ville s'est portée acquéreuse d'un certain nombre de places pour les JO, plusieurs centaines de places qu'on a distribuées. Pour la cérémonie d'ouverture ou même pour certaines épreuves? Alors, pour la cérémonie d'ouverture, je crois que c'est encore en discussion au niveau de l'État et donc Vous allez savoir au dernier moment. C'est pas encore tout à fait arrivé, mais pour les épreuves et pour la cérémonie de clôture, par contre, on a réservé un certain nombre de places qu'on a distribuées en fait, alors que ce soit à nos associations solidaires, au Resto du Cœur ou au Secours Populaire par exemple, aux clubs sportifs, au service jeunesse, aux jeunes de notre périscolaire, pour que les jeunes, en tout cas de notre territoire, puissent être partie prenante de ce bel événement. Et plus globalement, qu'est-ce que la ville fait pour favoriser l'accès au sport chez les jeunes? Alors la première chose qu'on fait d'abord, c'est d'avoir des équipements sportifs de qualité. Moi, depuis que je suis maire, on a un gymnase qui a été totalement rénové, un autre qui est en cours de rénovation, la pratique encadrée ou la pratique libre. Il y a des terrains de proximité, de basket, de football, qu'on a rénové aussi complètement. Donc c'est avoir des équipements de qualité. Il y a encore de la place au Lilas? Il y a encore de la place, un petit peu, mais plus beaucoup, c'est dense déjà. Mais on avait surtout des équipements sportifs qui avaient besoin d'être modernisés. Et donc on a entrepris ce travail-là. Ensuite, il y a l'idée de proposer aux jeunes de s'essayer à la pratique sportive. Et par exemple, on a un dispositif qui s'appelle Vacances sportives, qui est gratuit et qui permet à tous les Lilasiens, tous les jeunes Lilasiens, de pouvoir pratiquer des activités sportives. J'ai été les voir hier, ils faisaient du roller. Dans l'après-midi, ils faisaient du multisport. Ils font faire de la natation. Et donc, chaque vacances scolaires, il y a la possibilité de pouvoir s'essayer à des disciplines sportives. Et puis après, on soutient autant que possible les associations sportives en leur mettant des locaux à disposition, en les soutenant parfois financièrement pour qu'elles puissent accueillir le plus de jeunes possible. On a un taux de licenciés dans les disciplines sportives au Lilas qui est extrêmement important au regard de ce qu'il est en moyenne départementale ou nationale. Et donc, on accorde une grande importance à ça. Et puis, on essaye aussi de développer la pratique libre parce qu'on sent chez une partie de nos jeunes la volonté de pratiquer le sport entre copains sans forcément être licencié dans un club ou dans le cadre un peu plus strict d'une association. Et donc, on essaie d'encourager ça aussi en mettant des équipements à disposition. L'heure est à la rigueur aux économies. D'après l'État, est-ce que vous êtes inquiet du discours qui est effectivement distillé par l'État concernant les 10 milliards d'économies qu'il souhaite faire? J'imagine que ça a dû vous faire bondir, sachant qu'on sait que quand on est à la tête d'une ville, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas exploser son budget. Mais l'État, c'est différent. On est triplement inquiet. Inquiet d'entendre ce discours-là de rigueur qui devient de plus en plus prégnant dans le discours du gouvernement. Inquiet d'entendre dire que parmi les premiers qui vont devoir faire des efforts budgétaires, eh bien, l'effort va devoir porter sur les collectivités locales. On l'a entendu beaucoup. Et puis inquiet parce que vous l'avez dit effectivement, la différence entre l'État et nous, c'est que l'État peut présenter chaque année un budget en déficit. Ce qu'il fait, c'est interdire à une collectivité locale qu'il doit présenter un budget équilibré.
équilibré. Ce qui veut dire donc que si nos recettes diminuent, parce qu'on voit bien que c'est vers ça que l'État tend, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on puisse regarder comment, soit on génère des recettes supplémentaires, mais on n'a pas envie d'accroître la pression fiscale sur les habitants de nos villes, soit on regarde comment est-ce qu'on peut mieux rentabiliser nos dépenses pour y faire face. Donc oui, on est inquiet, parce que on le voit bien, on se sent un peu pris en étau avec une demande de plus en plus forte vis-à-vis des collectivités locales, parce que dans un certain nombre de domaines, l'État n'est plus au rendez-vous. Quand on n'arrive plus à trouver un médecin traitant, moi on me demande de développer l'activité de mon centre municipal de santé pour pouvoir y faire face. Quand l'école n'est plus au rendez-vous de la promesse de l'égalité républicaine, on me demande d'y faire face également. Et en même temps, si on nous enlève des moyens par rapport à ça, on se dit que ça va devenir de plus en plus compliqué. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de parents qui misent sur la ville des Lilas? Est-ce que vous êtes une ville attractive au final? Vous êtes, on le rappelle, collé à Paris. Oui, globalement, on le voit par exemple au niveau du secondaire où ces dernières années, on est heureux de voir que ce que dans le jargon de l'éducation nationale on appelle le taux d'évaporation vers le privé est en diminution et qu'on a de plus en plus de familles qui font le choix de l'école publique aux Lilas. Bon, après, les Lilas, c'est parfois qualifié comme étant le 21e arrondissement parisien, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, démographiquement, on a aussi un comportement qui s'apparente beaucoup à ce qui se passe à Paris et donc on a une population qui vieillit à Paris. Là, vous avez le métro, vous avez plein de choses. Voilà, mais on a cet avantage-là, effectivement. En tout cas, on voit bien qu'il y a un attrait fort pour les politiques éducatives qu'on mène au Lilas, une certaine reconnaissance là-dessus, on en est plutôt content. Quels sont vos souhaits, monsieur le maire, pour cette année 2024 concernant l'éducation? Moi, je souhaite simplement que tout le monde prenne conscience, non seulement dans les discours, parce que c'est dit par tout le monde, mais dans les faits, de l'importance de ce qui se joue à l'école. Et de se dire qu'en fait, l'école, c'est le lieu de construction de notre avenir commun. Voilà, notre avenir, il passe par l'école. Et ce qu'on sera capable d'inculquer à l'école, c'est ce que sera notre société demain. Et que ça passe par les discours, mais ça passe par les faits. Et que si on a la conviction que c'est là que se joue l'essentiel, c'est là qu'il faut mettre l'essentiel des moyens. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, Lionel Benarros, maire des Lilas, ancien professeur et anciennement adjoint à l'éducation. Merci beaucoup pour vos minutes précieuses. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans School TV Le Mag. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour une nouvelle aventure. Ciao.